Bien, continuons. Après toutes ces présentations très riches, brillantes, je trouve. Moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'avais préparé un petit texte introductif pour lancer les échanges de cette table ronde. Donc, de repartir des questions initiales que nous avions en construisant cette journée, à savoir... voilà, vous inviter à nous donner des pistes, ce que vous avez fait depuis ce matin, sur les leviers, les freins et les pièges à éviter quand on souhaite faire de la recherche. Alors j'avais mis pluridisciplinaire, puis là vraiment j'ai envie de dire interdisciplinaire. J'ai l'impression que vraiment c'est plutôt en ces termes-là que ça se joue. En tout cas, je trouve ça plus passionnant de travailler avec plutôt que sur chacun de son côté. Et donc voilà, on voudrait connaître à l'issue de cette journée vos recommandations, celles que vous pourriez faire aux chercheurs dans ce dialogue interdisciplinaire et je dirais aussi transdisciplinaire, allant des aspects à la fois pratiques, c'est-à-dire par exemple, voilà, comment on fait pour se rencontrer, à quelle fréquence, dans quel lieu, est-ce que c'est en ligne ou dans des rencontres réelles? Est-ce qu'en ligne, il n'y a pas un effet parfois un peu limitant de la pensée? Est-ce que la collaboration se fait avec des chercheurs déjà sur le terrain ou est-ce qu'on va chercher des chercheurs extérieurs à l'institution de soins? Avec ce que vous avez pu aussi exposer ce matin, c'est-à-dire parfois la question de la rencontre avec un service, sa culture, les places de chacun, pardon. Les recherches de financement, comment aussi parfois on essaye de rentrer dans le moule, aux aspects plus méthodologiques, la conception et la formulation d'une question de recherche qui intéressera les différentes disciplines. Quelle méthode d'exploration? Est-ce qu'on construit des grilles d'analyse communes ou des grilles d'analyse différentes? Comment on traduit les résultats dans un jargon qui est compréhensible? Comment on applique après les résultats sur le terrain? Mais aussi le positionnement du chercheur dans cette rencontre. Et donc, ce que je disais ce matin à Cassandra, c'est que j'avais lu avec beaucoup d'attention son article, et donc je vais la citer. C'est donc son article qui s'intitule « Interdisciplinarité de la recherche, subjectivité du chercheur et confusion des langues », qui est paru en 2020. Donc, faire de l'interdisciplinarité ne consiste pas seulement dans la recherche de points de contact entre les disciplines. C'est aussi maintenir des écarts nécessaires afin de continuer à exister en tant que sujet de nos recherches dans un dialogue vivant avec nos collègues psychologues et médecins. Et donc, avant de vous laisser la parole, voilà, j'avais une question hier que j'ai un peu reformulée. Comment préserver sa place dans cette rencontre interdisciplinaire? Et puis, voilà, j'ai noté plein de signifiants qui sont apparus au cours de la journée. Je vous laisse la parole. Cette co-construction dès le départ, cette renégociation constante, là je vous cite, la question du temps, du projet de recherche, cette temporalité, la question de la traduction des résultats dans les restitutions, j'ai envie de dire les résultats sur la diffusion des résultats, c'est-à-dire que produisent à un moment donné la communication des résultats, quels sont les effets d'une recherche sur les sujets qu'on interroge aussi, je pense que ça c'est important. L'importance de la culture, pour reprendre ce que disait François, la nécessité de se réinventer, d'innover, comme disait Inès. Voilà. Et puis on discutait avec Sylvie tout à l'heure sur la question de quand on fait de la recherche interdisciplinaire. Alors là, on a beaucoup débattu autour de l'ordre des auteurs, etc. On voit qu'on n'a vraiment pas les mêmes règles. On choisit quelle revue, avec qui on co-signe. Voilà. Alors, je vous laisse maintenant la parole. Inès, peut-être que tu... Non, je vous laisse la parole pour avoir un peu vos consignes. Effectivement, je pense que quand on fait une recherche interdisciplinaire avec plusieurs disciplines, à toute une partie de communication qu'on doit mettre à plat et qui n'est pas toujours évident. Je voudrais aussi avoir votre avis. Comment est-ce qu'on crée une communication que génère confiance entre tous les entre tous?
Je peux peut-être commencer justement comme oncologue un peu naïve de la recherche pluridisciplinaire. Moi, ce que je retiens un peu de cette journée, c'est qu'il faut prendre le temps de se parler avant, de se comprendre, de comprendre ce que veulent dire les mots pour chacun, d'essayer de définir un peu à l'avance le cadre, même si on sait qu'il va être bougé et bougé maintes fois, de peut-être pas être trop au début, au risque de perdre des gens sur le chemin par hyper spécialisation du sujet, réfléchir peut-être en amont à quelles peuvent être les retombées ou les bénéfices secondaires des différentes spécialités qui sont au sein de l'étude, pour que chacun puisse y voir un peu son intérêt, même si on fait pas forcément ça dans ce but-là, mais ça entraîne une motivation et un investissement probablement important. Voilà, ça c'est, je pense, le message clé que moi je retiendrai. Après, en termes de méthodologie, j'attends beaucoup de vos réponses, de création de la grille, voilà. Et juste pour dire, pour pas qu'on oublie, il y a une remarque d'une personne qui nous a envoyé un mail, pas par le chat, mais par l'extérieur, qui a beaucoup de remarques sur la recherche partenariale et la place des patients chercheurs. Elle est elle-même patiente chercheur, d'après ce que je comprends. Et donc, voilà, faudra juste pas oublier d'y revenir par la suite. Tu veux y aller? Alors, je veux bien apporter quelques éléments de réponse. Tu voulais avoir des réponses, Pauline, sur les grilles d'entretien. Alors, peut-être une bonne manière de collaborer tous ensemble, mais avec notre propre identité. Peut-être c'est de ne pas avoir de grille d'entretien, justement. Moi, je suis vraiment une militante de l'absence de grille et de partir du phénomène vécu par nos participants. Donc plutôt que de partir avec des questionnements que nous aurions, nous, chercheurs, avoir une consigne extrêmement large pour le début des entretiens liés au phénomène qui les rassemble. Donc l'expérience d'une maladie chronique pendant l'épidémie de Covid, l'information à propos des directives anticipées, enfin voilà, qu'est-ce qui rassemble les personnes, et essayer de formuler une question qui autorise à la fois d'évoquer des émotions, des représentations, des perceptions. Ça, je pense que ça peut tous nous intéresser, qu'on soit sociologue, psy, et quel que soit. En plus, j'ai trouvé ça super intéressant que vous rappeliez qu'en sociologie, vous aviez plusieurs courants. Nous aussi en psycho, en philosophie aussi. Et donc d'avoir une question comme ça très large, je pense que ça autorise plein de regards. Et ça aussi, je pense que c'est ce qui va nous permettre de garder notre identité. Et c'est ce que, personnellement, j'apprécie énormément quand je travaille avec les autres collègues d'autres disciplines. C'est que je vous vois à l'œuvre avec vos concepts qui vous sont propres et votre langage que vous mettez à profit. Et voilà, donc moi, je trouve qu'une bonne chose toute simple à faire, c'est d'arrêter les grilles de questions. Pour les explorations et pour les analyses. Pour les analyses, du coup, il y a des méthodologies, par exemple, vous parliez, je connais assez bien les travaux d'Élise Ricada. Je sais que elle a beaucoup utilisé pour sa thèse la théorisation ancrée. La théorisation ancrée, par exemple, c'est une méthodologie qui a été inventée par des sociologues, si je ne m'abuse. Et donc qui a été exportée dans le champ de la psychologie, mais du coup, vous voyez, même méthode d'analyse, mais après, on va convoquer, on va lire la théorie par le prisme de nos concepts qui nous sont propres. Donc après, il faudra inventer comment publier ça. Ça, c'est dur. Mais... Pour rebondir sur l'idée d'arrêter les grilles,
moi, je suis pas forcément dans cette idée-là parce que justement, je trouve que pour travailler à plusieurs et quand on vient de disciplines ou de perspectives différentes, c'est quand même important d'avoir les mêmes types d'infos sur lesquelles travailler. Et donc effectivement, moi j'ai toujours travaillé avec des entretiens qu'on appelle semi-directifs, donc avec des questions qui sont larges, mais où on s'entend sur les thèmes, soit les manières de tourner la question, parce que la manière de tourner la question et les mots qu'on emploie ont quand même une incidence sur ce qui va nous être dit ensuite. Donc c'est vrai que nous on avait quand même cette première question large qui était, je sais plus, est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'est passé le confinement par rapport à votre prise en charge, une espèce de question qui permettait de démarrer à chaque fois, même si un entretien, effectivement, c'est libre et en fonction de ce que nous dit la personne, on va toujours aussi partir dans des spécificités et ne jamais avoir exactement les mêmes questions. Mais ça me semble quand même important, d'autant plus quand on est de différentes disciplines et quand on est très nombreux sur un projet, d'avoir quand même ces thématiques toujours à aborder et donc de s'entendre là-dessus. Ça me semble... Même si ça n'empêche pas que ces questions puissent être larges en fait et pas fermées et permettent de questionner plus largement des choses. Peut-être aussi par rapport à la question, moi je pense que c'est aussi très important effectivement d'être ensemble au départ et de construire ensemble. Souvent les sociologues, notamment, enfin pour l'expérience que je connais, peuvent être appelés, convoqués ensuite par notamment des chercheurs en santé publique ou médecins cliniciens, etc., pour venir sur un projet, mais une fois que le projet a été monté. Bon, généralement, ils n'aiment pas du tout ça, parce que justement, il y a vraiment un regard très différent et une manière de poser la question qui est très différente. Et alors, c'est sans doute peut-être par mon expérience, elle n'est sans doute pas représentative de tout, mais où il y a aussi une dimension plus appliquée dans ces disciplines et où du coup le sociologue, souvent lui il aime déconstruire l'objet, déconstruire la question et donc la poser différemment, etc. Et il se sent souvent un peu bloqué en fait dans ce cadre-là. Et voilà, ça peut être des choses qui se font et qui sont pas trop apprécié aussi parce que justement je pense qu'il veut aussi avoir sa place dès le départ et c'est aussi une manière d'être à égalité aussi, je pense. Voilà, mais je pense que du coup dès le début c'est quand même mieux, même si souvent on répond à un appel à projet qui doit être répondu d'ici une semaine et que du coup c'est compliqué. Enfin, il y a aussi tout cette complexité là et je pense que c'est très important d'essayer d'avoir ce truc de réunions régulières. Nous, on les faisait par Zoom, alors aussi dans une période où le Zoom est apparu comme très important, même si on pouvait être déconfiné. Enfin, on n'a pas fait l'enquête pendant qu'on était confiné, mais en même temps, avec la question des maladies, enfin voilà, il y avait aussi des personnes qui étaient à risque, pas à risque. Enfin, il y avait tout cet enjeu-là, notamment au sein de l'équipe. Le Zoom, je pense que ça a bien marché. Après, on a fait une vraie rencontre, vraiment. On a fait quelques rencontres comme ça en présentiel. Et c'est vrai que ça crée une autre dynamique. Ça permet aussi de faire sur toute la journée, parce qu'on va pas faire une journée de Zoom. Enfin oui, c'est sûr que je pense que c'est bien de faire les deux, mais que le Zoom est devenu aussi aujourd'hui, le virtuel est devenu quand même très pratique aussi aujourd'hui, très habituel pour les réunions. Et donc, je sais pas si on aurait facilement, surtout que c'est du coup des gens qui travaillent sur plein de structures différentes et en fait, se réunir, c'est perdre du temps et comme il y a déjà un problème de temps, enfin voilà. Je peut-être va rebondir sur tes questions pour remettre des questions associées. C'est en fait quand je vous écoute et quand je pense dans la recherche pluridisciplinaire et interdisciplinaire, on a toujours un peu la tendance de vouloir mettre nos méthodologies propres. On est en train de co-construire, mais on a toujours la tendance de mettre en avant nos méthodologies. C'est très difficile de sortir de notre zone de confort. En quelle mesure est-ce qu'on peut être vraiment plus co-construire, peut-être aussi dans la méthodologie, et être plus ouverte à avoir des différentes approches méthodologiques quand on essaye de comprendre
une question, c'est d'avoir des vraies méthodes mixtes. Aujourd'hui, on parlait beaucoup de recherche plutôt qualitative, mais aussi ces composantes de recherche quantitative qui peuvent s'ajouter. Comment est-ce qu'on peut cohabiter et vraiment accélérer les questions de recherche d'une façon qu'on n'aura pas besoin d'imposer des méthodes à laquelle on a beaucoup d'habitude? Est-ce que ça, c'est même possible? J'aurais un début peut-être de non-réponse qui rejoint un peu qui rebondit aussi sur la question d'avant. Je me demande si pour faire une recherche interdisciplinaire, il faut pas d'abord accepter qu'on va tous être obligés d'inventer quelque chose de sur mesure pour l'objet qu'on va construire ensemble et pour lequel on va inventer ensemble une méthode qu'on n'aurait sans doute pas pratiquée séparément, qu'on repratiquerait pas sur un autre projet, même ensemble. Je pense que en fonction de l'objet qu'on co-construit, on co-construit une méthode. Et peut-être que ce qu'il faut accepter, c'est ce point de départ qui est que même si, par exemple, on reprend les directives anticipées, eh ben, il y a d'abord un travail de se dire, c'est quoi cet objet ensemble, quand on va travailler ensemble dessus, qu'est-ce qu'on conçoit derrière et typiquement, quand ils expliquaient tout à l'heure que c'est travailler sur la culture et quelque chose de beaucoup... Eh ben, ça, c'est déjà une façon de l'avoir renommé, refaçonné, qui va orienter une nouvelle méthode et des façons de travailler dessus différentes, qui fait que un même thème de départ avec un autre groupe ou même avec le même groupe mais plus tard, on le construirait pas forcément de la même manière. Et c'est accepter que co-construire un objet, c'est co-construire une méthode et que peut-être que c'est extrêmement situé. Ce qui veut pas dire pour autant que ce qu'on va trouver dans cette recherche-là n'est pas extrêmement robuste et ne sera pas valorisable. Mais dans un premier temps, on peut pas le savoir finalement. Et on peut pas savoir ce qui va en ressortir. Il faut accepter cet état d'incertitude-là dans toute cette construction et dans toute la façon de mener la recherche. Et à la fin, oui, on fait le pari qu'on aura trouvé quelque chose de robuste et pour lequel on s'interrogera sur dans quelle revue le valoriser et le diffuser plus largement. Mais peut-être qu'il faut accepter de ne pas savoir comment on va répondre à ces questions-là et qu'elles reviendront qu'après, en fait. Oui, bah, si je peux juste rebondir, enfin, ça amène encore une fois la question de l'inattendu, mais aussi des résultats qui sont eux aussi situés en fait. Enfin, plusieurs dispositifs de recherche qui ont été montré aujourd'hui, chaque fois, il y a eu de l'inattendu, même dans le dispositif lui-même, en tant qu'il était d'abord pensé pour des appels à projets, pour des financements notamment. Voilà, la dimension participative qui est souvent ajoutée, qui est pas forcément, pas chaque fois anticipée avant, et qui crée des résultats en termes d'interdisciplinarité, en soi, en fait, et qui crée de nouveaux types de résultats et qui ont leur propre robustesse, comme tu dis, et qui ne sont pas forcément les résultats attendus au début de la recherche. Donc voilà, et si je pouvais aussi juste rebondir sur question de départ, sur les rencontres et tout ça, le fait aussi d'avoir un espace dédié à ces rencontres interdisciplinaires qui ne soient pas... voilà, on appartient chacun à des laboratoires différents, donc qui nous ramènent sans arrêt à notre ancrage disciplinaire. Le fait de se voir dans un lieu neutre régulièrement et que ce soit ça crée aussi un collectif interdisciplinaire en lui-même en fait, qui n'est jamais seulement rattaché à la discipline. Et ça permet, moi en tant que doctorante, ça m'a permis de situer aussi ce lieu de l'interdisciplinarité, ce qu'on discutait dans ce lieu, et de pouvoir en avoir une représentation, l'intérioriser aussi en fait. Donc c'est important. Oui, moi je voulais rebondir à propos du inter et du ensemble sur ce qui a été dit tout à l'heure dans le chat par une patiente chercheuse dont je me demande si je ne l'ai pas un peu reconnue. Là, actuellement, on est tous des professionnels de la profession, comme on dit au César, du coup, on a, je pense, beaucoup à
à apprendre et on ne peut plus imaginer maintenant ni des travaux de mise en place de choses comme ce qu'on a fait sur les directives anticipées dans la méthodologie de construction sans le faire avec les patients. Alors après, la question est de savoir comment lesquels on implique, qui participent, etc. Effectivement, il faut que ce soit le plus large possible et le plus représentatif possible. Voilà. Et puis il y a effectivement, comme c'était souligné dans le chat, des patients chercheurs qui publient, enfin notamment avec là j'ai vu que dans votre groupe il y avait Marie Citrini et Thomas Sagnier. Thomas Sagnier publie avec Olivia Gross des choses absolument épatantes et tout à fait solides. Et si on veut rentrer dans une modernité vraie, il faut que non seulement on communique entre nous très tôt, mais qu'on s'autorise également une incertitude supplémentaire. C'est ce que vont dire les patients chercheurs, enfin une incertitude, en tout cas un éclairage nouveau qui va compléter tout le reste. Et peut-être, tu disais tout à l'heure, quand vous avez rediscuter avec les patients qui étaient dans le groupe sur le Covid, certains ont dit non mais attendez, là vous évoquez ça comme une perte éventuellement de qualité médicale, etc. Mais nous on y a vu une possibilité d'empowerment et au contraire de reconnaissance de notre savoir expérientiel et de notre culture médicale, et donc ça c'est, je pense qu'il faut qu'on s'habitue systématiquement à construire maintenant tout ce qu'on fera, notamment dans ce type de domaine-là, mais peut-être dans tous les domaines médicaux, les choses avec les patients et mieux encore avec des patients chercheurs qui ont une véritable expertise là-dessus. Juste pour compléter peut-être ce que tu dis, je voudrais lire le commentaire de Anne-Brigitte Lambert, que je remercie de participer avec nous via le chat, mais qui nous remercie tous pour les interventions qui vont nous aider à accueillir davantage les patients dans nos études et réflexions sur les organisations des soins, et qui rajoute l'importance d'être attentif aux patients qui participent à la recherche, en nous confiant que dans une étude phare qu'elle a menée sur le parcours de greffe, le patient a pu nous indiquer sa limite, dire qu'il était trop touché à un moment donné et s'est retiré. C'est vrai que nous, on était avec du coup ils étaient là au titre de représentants d'usagers, pas forcément de patients directement impliqués, touchés par l'étude, et donc aussi dans un titre professionnel, puisqu'ils étaient rémunérés aussi pour leur tâche de représentants. Alors, je connais pas exactement leur situation professionnelle, mais je crois qu'ils avaient, c'est peut-être aussi une carte un peu différente, effectivement, un profil un peu différent que quelqu'un qui a un métier et qui va ou qui est en arrêt maladie peut-être et qui va être recruté pour travailler dans la recherche en tant que patient peut-être plus représentatif, même si c'était des représentants d'usagers de maladies chroniques, etc. Mais c'est vrai que ça a peut-être un statut un petit peu différent et qui fait aussi qu'ils avaient quand même une disponibilité, même si bon voilà, pas tout le temps, mais peut-être un peu plus grande, un peu plus aisée que d'autres qui sont pris un petit peu plus aussi dans leur quotidien. Enfin voilà, il y a peut-être un effet je me demande quoi. Et par rapport au lieu et la neutralité du lieu, je trouvais ça assez intéressant. C'est vrai que notre recherche, nous, elle a été, on venait tous de labos différents, mais notre recherche, elle était à l'Institut de la personne en médecine, à LPEM. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, à LPEM, on fait de la recherche interdisciplinaire et on est là pour ça. Et donc, effectivement, nous, en tant que postdoc, recruter à LPEM, c'était compliqué parce que finalement, on n'est pas recruté on est recruté par un institut, mais ce qui nous rattache, c'est notre laboratoire. Enfin voilà, il y a plein d'enjeux hyper compliqués dans c'est une initiative d'excellence. Enfin voilà, dans ces trucs de fonctionnement, de rattachement de ces lieux-là. Mais ça permettait peut-être aussi d'être très clair sur, effectivement, dans ce lieu-là, c'était pas le labo, c'était un lieu qui était là pour ça, pour cette recherche et pour de l'interdisciplinaire. C'est vraiment une initiative pour faire de l'interdisciplinaire. Donc c'est vrai qu'il y a un truc qui joue aussi. Je vais lancer une autre question. Pour moi, je fais
assez de recherche interdisciplinaire, je pense, et ça me met toujours dans un contexte de presque dilemme d'identité. En fait, quand les personnes pensent à moi, je suis oncologue, les personnes de sciences humaines et sociales disent « Ah non, 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 elle ne fait pas du tout sciences humaines et sociales parce qu'elle est oncologue. » D'autre côté, chez mes collègues oncologues, « Ah, elle fait beaucoup de sciences humaines et sociales. » Et je pense qu'en vous écoutant aujourd'hui, je pense qu'en fait, c'est vrai que sciences humaines et sociales, c'est un nom, recherche pluridisciplinaire agrège par principe en interdisciplinaire beaucoup de disciplines. Et des fois, on se trouve avec cette difficulté d'identité qui, en même temps, nous amène à avoir aussi des problèmes où est-ce qu'on va trouver de financement, la question des publications, comment est-ce qu'on résoudre ça. En fait, comment est-ce qu'on se trouve et en même temps, on trouve les mécanismes pour nous aider à mener ce type de recherche. Je trouve que on est de plus en plus aidé quand on fait de la recherche interdisciplinaire par les formulations des sociétés savantes ou des organismes qui proposent des subventions. Alors je pense qu'il faut être vigilant parce que la manière dont les dossiers sont constitués peuvent nous faire glisser vers de l'interdisciplinarité où on fera peut-être une moins bonne recherche et il y aura le volet socio, le volet anthropo, le volet médical sans qu'il y ait de perméabilité, de vrai dialogue. Mais si comme vous l'avez dit tout à l'heure, si la recherche est co-construite très précocement, ce qui impose qu'on se connaisse en fait. Je trouve qu'on est de plus en plus aidé par les financeurs parce que c'est très valorisé cette interdisciplinarité. Donc il faut que ce soit une vraie interdisciplinarité, quoi. Il faut pas que ce soit un simple faire-valoir, une vitrine pour avoir les sous et qu'il n'y ait pas cette co-construction en amont. Mais ça, il faut en profiter de cette formulation là dans les appels à projets. Et qui demande même qu'on détaille en quoi on est, qui fait quoi, comment on se parle. Donc ça, c'est vraiment un atout, je pense. Pour les questions de financement pour votre projet, c'est ça, c'est mon... Peut-être je suis modérateur, c'est pas mon rôle de donner d'avis, mais en fait, je pense que les bons projets sont toujours soutenus, mais on a besoin d'avoir beaucoup d'échecs avant d'être soutenu. C'est fait partie indépendant d'être dans le domaine pluridisciplinaire ou disciplinaire, unidisciplinaire, de savoir vivre avec la notion d'échec. C'est gentil, Inès. Merci. Non, mais en plus, là, très honnêtement, je pense qu'il y a un des organismes, on savait très bien qu'ils allaient pas nous subventionner parce qu'on était un peu à côté. L'autre, la Fondation des usagers, on avait bon espoir. Mais bon. Je veux bien poser une question sur le lieu de la recherche. Enfin, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé déjà. Est-ce que pour vous, c'est indispensable d'être ensemble sur le terrain de la recherche? Là, on parle beaucoup des réunions où on travaille sur ce qu'on est en train de faire. Mais quand on parle concrètement du projet qui se déroule et qu'on en est un acteur, est-ce que, de votre point de vue, il faudrait être ensemble sur le terrain? Et je pose cette question plus généralement dans le contexte Covid, évidemment, où beaucoup de recherches qui devaient se faire sur le terrain se sont faites avec les Zoom et les Teams, et les gens étaient encore moins sur le terrain. Et là, je pense à l'exemple qu'on a eu, nous, avec notre CIRIC 2, 2 postdoctorantes qui faisaient un travail sur communication médecin-patient dans le contexte de la résistance au traitement du cancer, et où je vois bien, en fait, tout s'est fait à distance, parce qu'on n'a pas eu le choix. Ça a pu se faire, donc c'est vrai que ça, de ce point de vue extraordinaire, on voit à quel point on est tous
extraordinaire dans notre manière à voilà, reformuler et réinventer le projet pour le rendre faisable dans un contexte nouveau. Mais au point que, par exemple, nos collègues, j'ai l'impression qu'elles ne voient pas la différence entre avoir été uniquement à distance versus si elles avaient été sur le terrain. Alors que moi, qui ai fait d'autres projets avant dans le même endroit, je pense que c'est très différent. Donc, je voulais vous demander ce que vous en pensez. Pour avoir, on m'a demandé plusieurs fois des avis sur des études qui étaient en cours, sur la communication notamment et sur d'autres études. Et je pense que c'est primordial quand on développe un sujet une étude sur un sujet, après vous me dites si je me trompe, mais d'être allé voir pour comprendre les problématiques de la clinique et pour justement qu'on parle le même langage et que nos difficultés, elles soient comprises après avoir constaté comment c'était vraiment. Mais peut-être que c'est pas nécessaire et peut-être que justement de pas avoir été dans la pratique clinique permet d'avoir un regard extérieur et plus critique sur les données qui remontent. Mais d'un point de vue d'oncologue, on a envie de leur montrer la difficulté de faire une annonce, on a envie de montrer la difficulté de communiquer un pronostic, on a envie de montrer à quel point c'est difficile d'être devant un patient et devant une individualité, et que ça semble indispensable pour mieux mener une recherche, mais peut-être pas. Alors effectivement, deux choses. Moi, c'est vrai que si on peut, moi, je privilégie aussi de faire des observations. Je trouve ça effectivement important d'aller dans les lieux, voilà, si on travaille sur à la fois les soignants et les soignés, enfin de voir comment ça se passe. Donc des observations, voilà, d'annonces, de consultations, en tant que sociologue, d'errer dans les lieux et les couloirs et de rencontrer un petit peu tout le monde. C'est vrai que moi, je viens plus de là et je préfère ce type d'enquête-là que de faire des enquêtes uniquement sur entretien, où je trouve qu'il manque d'autres choses. Mais bon, effectivement, avec le Covid, c'était compliqué de faire autrement. Je trouve aussi que les entretiens ne donnaient pas la même chose en Zoom et en face-à-face, ou même par téléphone, pour avoir fait d'autres enquêtes où c'était comme ça. Et je remarque que mes entretiens en Zoom sont en général plus courts qu'en face à face, que effectivement il y a, en plus le Zoom ça peut être il y a un côté qui peut être très formel, comme si on passait un peu en entretien. Alors ça dépend aussi des générations. Là, je faisais des enquêtes avec des personnes plus jeunes et j'insistais pour le face à face et ils sont beaucoup plus à l'aise peut-être que moi sur le visio, etc. Là où je privilégierais plutôt le téléphone et eux pas du tout, parce que je trouve qu'il y a une confidence qui se fait quand on se voit pas, alors qu'en Zoom voilà, il y a ce côté évaluation, entretien. Mais c'est vrai que et puis il y a des choses là dans cette enquête parcours Covid, il y a des choses dont les personnes ne nous parlaient pas et puis tout d'un coup qui finissent par sortir et qu'on ne comprend pas et qui mènent à des quiproquos. Par exemple, que la personne est en fauteuil, donc elle derrière son ordinateur est en fauteuil, mais nous on le voit absolument pas. Que la personne, nous dit ah oui c'était compliqué chez moi, etc. Mais on comprend pas, mais c'est qu'en fait il est très très grand et donc forcément, des petites choses comme ça qui effectivement nous échappent. Puis il y a une relation effectivement d'enquête qui se crée et donc qui se crée moins bien. Il y a aussi toute la question des moments difficiles à gérer quand les gens ont vécu quelque chose, ont perdu un proche par exemple, qui s'en parle dans l'entretien et d'être à distance comme ça, c'est encore plus complexe. Donc il y a vraiment aussi une différence déjà dans la durée, dans la qualité quoi, au-delà du reste. Voilà, ce qu'a dit Céline est tout à fait juste. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez, Pauline et Sylvie, la question du regard du chercheur, de son implication, du fait qu'il soit forcément partie prenante du dispositif qu'il observe, même s'il n'a pas de pratique clinique, je pense que forcément, ça a une implication effectivement, soit d'avoir une implication plus clinique, de pas en avoir. L'important, c'est notamment quand on rédige les articles, de le dire, quelle est l'identité du chercheur. Ça peut avoir, effectivement, ça peut entraîner certains freins. Par exemple, je pense à une étude qu'on a menée
sur l'adhésion thérapeutique dans le cadre de l'hormonothérapie chez les femmes avec un cancer du sein. On a organisé des focus group auprès des patientes et puis auprès des professionnels. Et donc les oncologues ne participaient pas. C'est moi qui animais les focus group des patientes. Je pense que c'était important pour pas censurer leurs paroles. Moi, je leur ai bien précisé que que j'étais évidemment pas là pour les convaincre de prendre leur hormonothérapie. Donc ça, c'était important. Je pense qu'il n'y ait pas de praticiens médecins pendant ces focus group de patientes. Après, avec les focus group des professionnels, c'était mes collègues aussi. Ces oncologues, ces infirmières, enfin il n'y avait pas beaucoup d'infirmières malheureusement, mais ces oncologues, c'est des gens que je connais pour certains, et bien sûr que c'était pas anodin que je les connaisse, peut-être qu'ils ont tué un certain nombre de choses, et puis ce dont je suis sûre, c'est que je me suis permis à un moment leur poser des questions parce que je les connais en fait personnellement. Notamment, je sais que la question de l'hormonothérapie est très douloureuse pour eux, et alors que c'était pas du tout quelque chose qu'ils avaient mentionné pendant le focus group, à un moment je leur ai dit mais je sais qu'en fait c'est hyper dur pour vous, est-ce que vous voulez en parler? Et là, déversement, et en fait si je les avais pas connus, ils auraient pas parlé de ça. Donc ça peut être intéressant aussi, je pense. Les deux se défendent. C'est peut-être pour ça que c'est bien de co-animer aussi. Ça me fait... Ah, désolé. C'est une question pour vous. Ça me fait penser un peu à une approche que je n'utilise pas beaucoup, mais de plus en plus inclinée à utiliser. Je voudrais savoir quelles sont les approches de Living Lab, de vraie co-construction avec tous les intervenants à côté un d'autre. Quelle est votre expérience? Est-ce que ça, c'est des approches que vous pensez qui ont un rôle dans ces types de recherche interdisciplinaire? Moi, je dirais que la rencontre ne peut pas se faire de la même manière en visio et en présentiel, et que la qualité de confiance qu'on peut nouer en présentiel permet de prendre plus de risques, d'être plus dans le lâcher prise et d'aller peut-être plus loin du coup dans cette co-construction et dans accepter d'aller dans quelque chose d'étranger ou d'inconnu. Je pense que ça permet aussi plus facilement de se rendre compte de ce qu'on ne comprend pas de la même manière. Quand on est en présentiel, je trouve que c'est plus facile de rendre visible ce qui frotte entre deux disciplines ou entre des expériences différentes avec un patient expert, par exemple, et qu'il y a quelque chose qui passe, pas dans le présentiel de façon qui donne plus de force peut-être pour affronter ces deux mécanismes-là qui sont essentiels pour aller plus loin dans l'interdisciplinarité. Du coup, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, Léonore, sur la co-animation ou pas des focus group. Moi, j'ai eu l'expérience de co-animer les focus group avec justement ma collègue Elise Ricada. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant et aidant pour moi dans ce moment-là de la co-animation, c'est que justement mon positionnement, il était un petit peu, pendant longtemps, il a été entre deux avec les soignants parce que j'étais là en staff chaque semaine, j'ai essayé de créer du lien informel, enfin j'ai essayé un certain temps de créer du lien informel avec les soignants et ça fonctionnait pas bien en fait. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans les premiers entretiens individuels de recherche, j'essayais d'être comme ça un peu dans une position d'horizontalité avec eux pour créer du lien en fait et créer comme une expérience qu'on aurait en commun. J'avais besoin de créer du commun avec eux parce que je pensais la co-construction comme ça parce que je ne les connaissais pas, ce n'étaient pas mes collègues et j'arrivais sur un terrain que je ne connaissais pas, même si apparemment la collaboration était bien installée, etc. Et pendant la co-animation, la présence de ma collègue qui marque aussi l'institutionnalisation de cette collaboration, mais qui était là d'un point de vue un peu plus méta,
m'a permis, moi, de contenir un petit peu la parole et de les soutenir dans la parole. Et ma collègue qui, elle, gardait toujours ce fil de la question de recherche pour le coup. Et ça permettait d'avoir deux positionnements qui me semblaient vraiment intéressants. Donc c'est ce que je voulais un petit peu partager. Et du coup, ça m'amène aussi à une question du début à propos de la question de recherche. Où en fait effectivement le fait d'avoir une approche très large sans guide d'entretien préalable, etc., je pense que ça permet beaucoup à la fois un échange ouvert, enfin qui puisse se passer des choses en réalité aussi dans le dialogue entre médecins et psychologues, mais parfois il y a aussi un décalage entre cette approche très ouverte et un peu lâche et finalement sur le terrain des soignants qui, eux, s'attendaient à ce que j'ai une question de recherche. Et c'est au moment où j'ai pu en formuler une plus précise qu'ils ont pu, eux, commencer la co-construction avec moi et se mettre au travail avec moi. Et donc, du coup, parfois, il y a un peu un décalage entre des niveaux de collaboration, des acteurs qui sont plus présents à certains moments et d'autres, et à un moment qui s'effacent au profit d'autres acteurs. Et du coup, voilà, parfois, un décalage entre la méthodologie générale, le design général de l'étude qu'on pense avec les médecins sur le plan plus méta-institutionnel et sur le terrain, voilà, comment on co-construit. Et la question de recherche a fait tiers, vraiment, par exemple, entre eux et moi. Alors, en vous écoutant, est-ce qu'il faudrait finalement partir d'une proposition de question de recherche et accepter de la reformuler et de laisser tomber un peu des plans pour se confronter à l'incertitude, à l'inattendu, à ce qui peut surgir. Mais probablement que ça part quand même d'une première formulation pour avoir une base, parce que... Et puis une envie de travailler ensemble, en fait. Alors, je t'écoute sur ce point, parce que c'est vrai qu'on choisit aussi avec qui on travaille. Oui, je pense que c'est ça, c'est pas partir d'une envie de travailler ensemble, donc c'est forcément partir d'un premier état de questionnement ou d'un premier champ de questionnement, les directives anticipées ou autres, et pour se lancer ensemble. Et après, justement, avoir cette force pour prendre le risque et inventer ensemble, en fait. Clairement, je pense que c'est ça donne beaucoup de force, en tout cas, pour se lancer dans l'aventure. En tout cas, moi, dans mon expérience, à chaque fois, ça a pu commencer parce que ça a commencé comme ça. Je sais pas, c'est un peu différent peut-être, toi, sur un terrain où il y avait déjà quelque chose d'un peu structuré. Moi, je suis partie de rien, donc je suis partie de ça. Bah, c'était structuré sur le plan institutionnel, mais ça l'était pas tant que ça sur le terrain, justement. Ça a été vraiment tout le travail pendant 2 ans, les 2 premières années de ma recherche, de comment le dispositif allait réellement prendre, en fait, c'est ça, sur le terrain, et sous quelle forme, et qui n'était pas celle qui était prévue au départ. Enfin, les entretiens, du coup, les entretiens individuels de recherche, par exemple, qui étaient prévus au départ, moi-même, je les pensais comme pour venir soutenir le lien avec les soignants, en fait, parce que on a besoin de trouver des modalités d'entrer, en fait, en dialogue, de créer du commun, en fait, parce que cette demande de travailler avec, elle est là. Ils l'entendent, mais quoi en faire et moi, comment leur proposer, dans quels espaces, c'est pas évident. Et ça, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est propre au milieu écologique dans lequel on est, à l'organisation du travail aussi pour les soignants, enfin, à quel moment on vient les rencontrer, à quel moment ils sont disponibles, est-ce que c'est sur le temps de travail, est-ce que c'est pas sur le temps de travail, comment ça peut s'organiser. Donc tout ça, bien sûr, il y a un soutien aussi institutionnel derrière, et ça, c'est très important. Et c'est important aussi de mobiliser ces soutiens-là, que les soignants, dans mon cas, voient aussi que je suis pas seule, je suis pas une chercheuse détachée comme ça, et que l'équipe apparaisse aussi dans le service. Voilà. Voilà, quand je vous ai... Moi, c'était exactement l'inverse. Je suis toujours partie d'une envie de collaboration avec certains soignants, à partir duquel on a cherché des cadres institutionnels dans lesquels les faire. Et du coup, j'ai pas eu
utiliser un premier état de la recherche ou de la collaboration pour créer ce lien et ensuite vraiment co-construire. C'était à l'inverse. Mais donc, en fait, l'étape de l'envie de travailler ensemble pour inventer ensemble, on peut pas finalement la contourner. On la rencontre que ça soit avec un cadre pour démarrer ou pas. Je pense qu'elle reste un moment finalement incontournable pour l'interdisciplinarité au final. Du coup, peu importe comment on passe. Oui, je vous écoutais, je me disais finalement combien il fallait de façon continue de l'humilité quand on fait de la recherche pour vraiment être dans cette rencontre, que ça soit dans nos collaborations avec d'autres équipes, mais aussi dans la rencontre avec nos patients. Oui, je sais pas pourquoi tu m'as désigné, mais en fait, mais oui, bah j'allais demander. J'allais dire effectivement, c'est exactement la même chose que dans n'importe quelle relation qu'on a d'abord avec autrui en général, et puis a fortiori quand on est dans une relation de soins. Moi, je faisais le parallèle, je vous entendais parler sur le fait qu'il y ait un guide préparatoire ou pas, une question de départ, etc. Je pense que quand on se rencontre avec un patient, une famille, on commence toujours par une question qui préoriente un petit peu, enfin qui ouvre la rencontre. Puis après, on laisse venir à soi et tout le champ des possibles s'ouvre selon une zone d'incertitude complète. Effectivement, et il y a que là qu'on arrive à faire fructifier l'échange. Si on arrive avec un canevas trop structuré, alors quand un réanimateur rencontre une famille, il a des choses à dire, il a des choses à entendre, etc. Ou pareil pour un patient, le dialogue est un petit peu différent, mais avec des familles, on est forcé d'avoir des choses préétablies, mais elles viennent secondairement, elles rattrapent un petit peu elles rattrapent un peu le dialogue, elles viennent finir de cimenter les briques qui auront d'abord été posées par les gens qu'on rencontre, et finalement les briques, elles disent déjà quasiment tout, on n'a plus grand chose à poser, donc effectivement c'est en vous entendant, je me disais, mais vous parlez en termes de recherche exactement de la même chose que la relation dans le soin et la relation tout simplement d'homme à homme, enfin dans la vie, quoi. Oui, je trouve qu'il y a vraiment cette dimension de prendre soin, de la rencontre, et ça se négocie pas en amont, ça se négocie chemin faisant en fait. Vraiment comme vous dites, comme dans une relation avec quelqu'un, savoir là où sont les limites, là où on peut aller, là où on peut pas aller, et ça peut pas se déterminer en amont parce que ça varie dans le cas de la recherche d'un chercheur à un autre, d'une équipe à une autre, qui peut avoir évolué, même générationnellement, etc. Donc ça crée pas la même chose qu'il y ait une chercheuse, une jeune chercheuse, ou tout de suite doctorante, ou une psychologue clinicienne qui a déjà été dans le service ou qui a déjà l'expérience clinique de cette population. Est-ce qu'on travaille aussi entre guillemets sur les patients avec les soignants, ou est-ce qu'on travaille sur le soin et les pratiques de soins avec des soignants? C'est pas les mêmes, c'est pas le même objet qui fait tiers entre les deux. Donc c'est vraiment la question de la rencontre et comment on soigne cette rencontre. Et de l'arrivée sans préjugés, c'est-à-dire qu'effectivement, sans idée préconçue, faut quasiment arriver tout nu, être capable de se dire, je vais apporter quelques petites choses. Enfin voilà, j'ai quelques vêtements à mettre, mais c'est surtout l'autre qui va m'habiller, et on va voir après, quoi. Alors je rebondis, même si en effet je suis modératrice là, mais par rapport à ce que vous dites sur prendre soin de la rencontre, quand on débutait il y a un certain nombre d'années, c'était bien avant toi Inès, les recherches avec les autres équipes, et là avec Léonore on a eu quelques expériences, c'était parfois très difficile d'être utilisé. Comme la petite main qui allait faire la recherche sur l'objet qu'avait décidé l'oncologue, et sans forcément nous avoir questionné initialement sur justement la co-construction d'une question de recherche, et d'être plutôt utilisé. Alors je trouve que justement de revenir, même si ça semble être une évidence, parfois les évidences méritent d'être rappelées,
parce que je trouve que prendre soin et faire preuve d'humilité, c'est pas forcément ce qui circule le plus. On aimerait ça, mais c'est pas ce qu'on rencontre forcément dans la majorité des cas. Surtout, je pense, dans le soin. Voilà. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais voilà, je voulais juste dire que voilà, peut-être la co-construction, en effet, elle passe par évidemment cette condition nécessaire et vraiment importante de prendre soin déjà de la rencontre dès le début, parce que sinon on part mal en fait dans une co-construction. Et bon bah en effet, il y a des recherches qu'on a un peu abandonnées en cours de route parce que ça partait mal. J'ai une question. Comment est-ce qu'on se rencontre? Parce qu'en fait, on a cette question, comment est-ce qu'on construit? On est en train de parler de faire recherche entre plusieurs disciplines. Le succès de chacun est très associé au network de chacun, qui est beaucoup de fois centralisé dans notre domaine. Quels sont les forums qu'on a pour se rencontrer, pour rencontrer les disciplines qu'on a besoin? J'en profite là pour faire part de l'intervention d'une patiente chercheuse qui disait qu'elle rebondissait sur ce qu'on disait tout à l'heure du recrutement du patient chercheur, comment mobiliser ces patients qui sont volontaires. Et elle disait que les patients qui sont intéressés par la SHS devraient se fédérer, créer un peu un groupe et aller au devant des chercheurs pour présenter leurs travaux, pour présenter ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils sont intéressés et ce par quoi ils sont intéressés, pour qu'on puisse les connaître. Et pour répondre à la question de mon point de vue à moi, effectivement, j'aimerais bien savoir. Donc, au sein de l'Institut, il y a un groupe qui existe d'études de sciences humaines et sociales, mais c'est pas le cas partout. Et donc, c'est vrai que dans certains hôpitaux, je suis pas sûre que les oncologues soient en contact avec les sociologues ou les philosophes, les psychologues. Oui, dans la pratique courante, mais par quels moyens on peut les rencontrer quand on est concentré sur notre pratique et qu'on ne fait pas partie de ces groupes, c'est un peu difficile probablement. Alors effectivement, pour prêcher un peu pour ma paroisse, donc l'Institut La Personne en Médecine, c'est justement une initiative qui est faite pour ça, mais donc qui est une initiative d'une université. Donc après, on peut être quand même membre sans être de l'université, mais effectivement, il y a un lien au niveau de l'université Paris-Cité. Néanmoins, c'est intéressant parce que justement, au sein de cet institut, qui a d'abord été un projet, puis qui est devenu un programme, puis un IDEX, donc une initiative d'excellence. Et d'ailleurs, l'université Paris-Cité, c'était que des IDEX autour de l'interdisciplinarité. Donc j'imagine que dans d'autres universités, il y a cet enjeu aussi de créer des programmes interdisciplinaires. Mais au sein de la personne en médecine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sciences humaines et sociales, mais l'accès, enfin la présence de justement cliniciens est plus difficile. Donc il y a aussi tout un travail de se faire connaître des services, d'arriver à trouver des séminaires à des horaires qui peuvent être accessibles à tous, parce que on a aussi des cultures professionnelles différentes avec des horaires de séminaires parfois très différents, plutôt le soir, j'ai l'impression, pour les cliniciens, enfin des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça, voilà, d'essayer de trouver des moments, mais c'est des questions qui se posent et c'est vrai que en tout cas, de l'autre côté, parfois, quand ils ont l'impression de pas forcément, de pas avoir de répondant d'écho, on sait pas toujours non plus comment intéresser, comment s'adapter, et que tout le monde est surchargé. Et donc, voilà, il y a des initiatives comme ça qui essayent aussi d'être un peu des lieux, ou en tout cas comme une sorte d'annuaire avec des gens avec qui on peut monter des projets, qu'on voit des lettres mensuelles aussi pour faire part qui font une veille sur les projets interdisciplinaires, des choses comme ça. J'imagine qu'il y en a d'autres. Je sais que à Sorbonne Université aussi, il y a une sorte d'équivalent dont j'ai oublié le nom, mais il y a un autre comme ça autour des questions de santé. Enfin, j'ai l'impression que ça se fait aussi de plus en plus. Moi, je pense aussi à la chaire de philosophie à l'hôpital ou à l'espace éthique. En fait, c'est aussi des choses qui sont
enfin qui se sont montées depuis quelques années, mais qui prennent un peu d'ampleur et qui se montent de plus en plus. C'est aussi des choses qui émergent en fait, très clairement. Non, que tout le monde connaît pas, et puis je sais pas, il n'y a pas forcément les mêmes manières non plus de les solliciter quand on est praticien dans un hôpital, je pense. En fonction de où est situé l'hôpital, on dépend pas forcément des mêmes structures. Enfin, je pense que c'est un enjeu de structuration globale, clairement, mais propre à l'interdisciplinarité, qui a du mal, même dans le monde académique, à exister en fait, et à s'identifier. Si je peux commenter, moi j'ai l'impression, enfin peut-être inverse, qu'il y a des quantités de lieux où en théorie ces choses-là sont censées pouvoir se passer, mais il y en a tellement qu'on ne les connaît pas et que même si quand on les connaît, on n'arrive pas à se libérer pour y aller. Si je prends notre exemple à Curie, où on fait partie donc de Paris Sciences et Lettres, le groupe, enfin la nouvelle université, à côté de l'école normale supérieure, où il y a évidemment plein de choses qui se passent en philosophie du soin, dans des groupes qui travaillent autour du soin, avec les programmes médecine humanité pour les jeunes étudiants en médecine qui voudraient faire des masters 1 et 2 dans le domaine des humanités, et voilà, chercher des terrains de stage qui pourraient être, par exemple, la cancérologie de l'Institut Curie. Mais on a du mal, en fait, à le mettre en route, tant chacun est totalement pris. Enfin bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, et il faut juste arriver à tisser des liens dans la continuité. Peut-être, Jean-Christophe, tu as aussi des idées, toi, de lieux en plus, non? Peut-être, juste pour rajouter aussi, le temps que tu récupères un micro, il y a aussi ce phénomène où justement les universités fusionnent et aussi s'opposent aussi de plus en plus, et où finalement on se retrouve à devoir faire partie de enfin voilà, il y a aussi une structuration concurrentielle, j'ai l'impression, qui multiplie les lieux et c'est pas un lieu en soi, en dehors de ça, où tout le monde pourrait un peu se rattacher, et qui complexifie aussi les choses. Je pense aussi que finalement ce qu'on est en train de faire là, et du coup peut-être qu'au niveau du cancéropôle, en fait, ça peut avoir justement la vertu de déjà de sensibiliser, former, informer, etc. Et puis aussi peut-être juste, sans forcément y passer toute l'année, mais d'identifier un certain nombre de ces lieux pour pouvoir informer les professionnels, les soignants, puisque là, en fait, je pense que il y a un enjeu, c'est que les soignants et les professionnels intéressés puissent savoir éventuellement où s'adresser. Et puis il y a aussi du côté souvent aussi des sciences humaines et sociales, des recherches aussi de terrain, et qui sont pas si faciles et qui sont peut-être plus simples aujourd'hui que ces lieux existent. Alors qu'avant, je me souviens quand même, pour des sociologues, avoir une porte d'entrée à l'hôpital, c'était assez compliqué. Ça le reste, mais peut-être que grâce à justement toutes ces initiatives, et effectivement, et l'enjeu, c'est qu'elle puisse s'articuler plus qu'être en opposition ou en compétition. Ça, c'est aussi une autre question. Bien. Alors, en tant que maître du temps, nous devons clore cette journée. Il nous reste à vous remercier très sincèrement pour tous vos exposés, pour votre temps, pour ceux et celles qui nous ont suivis en ligne, et puis remercier beaucoup le Cancéropôle et surtout Charlotte, Richard, qui organise toujours très bien ces journées de séminaire. Sylvie, peut-être tu voulais ajouter quelque chose? J'ai l'impression que pour nous, c'était aussi un challenge pour notre groupe de travail, parce que l'idée, c'était de vraiment faire une espèce de laboratoire de comment ça se passe en pratique, cette recherche interdisciplinaire. On n'avait pas trop parlé du trans quand on a préparé, puis je vois que c'est vraiment arrivé assez tôt dans la journée dès ce matin. J'ai l'impression qu'on a quand même répondu à pas mal d'objectifs. Je remercie vraiment tous les orateurs. D'abord, chacun et chacune de vous avez vraiment joué le jeu, puisqu'on demandait aux personnes de se décaler un peu de leur objet de recherche pour ne parler plus de comment se passait le contexte et le déroulement et la mise en place de cette recherche dans les enjeux, justement, avec les autres disciplines et avec la société civile. Je crois que là-dessus, tout le monde a vraiment été au rendez-vous 100%. Alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi? 3 mots-clés. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a vu à quel point il y avait de la diversité. Donc, c'est difficile de conclure ou de mettre des points de convergence. Mais quand même, d'abord, je crois qu'on a quand même bien clarifié justement ces différences inter et trans. Et ce matin, notamment ce tableau qui montre les différences. Bravo, parce que c'était extrêmement utile. Donc, on pourra le relire et le méditer.
Qu'est-ce que j'ai prévu de vous proposer de dire? Je sais pas, je pense qu'autour des mots, la traduction, l'explicitation, je pense que c'était vraiment important qu'on aille un peu plus à l'intérieur de ce mot. Je suis pas sûre qu'on soit arrivé au bout, mais en tout cas, ça ouvre des portes. On a beaucoup parlé de la détemporalité de la recherche, selon le point de vue où on se situe, et on voit bien qu'il est extrêmement différent et du coup qui pose des problèmes. On a, il me semble, beaucoup parlé du partage des tâches, construction des grilles ou des non-grilles, analyse, modalité de l'entretien, modalité de l'analyse, répartition des tâches, rôle des patients-chercheurs dans le fait d'analyser ou non, de participer ou non à ces analyses. J'ai l'impression que ça reste un peu un point d'interrogation. Les publications, la valorisation, peut-être qu'on n'a pas, moi c'était une question en résidu, la valorisation, mais quand on valorise un travail, quand on est dans sa discipline, déjà, c'est parfois compliqué pour nous qui travaillons, par exemple, nous, psy en onco, tout le temps, on doit se demander, est-ce qu'on va s'adresser aux psy, aux psycho-oncologues, aux médecins oncologues, à la communauté des professionnels de santé en général. Donc là, quand on rajoute X disciplines, la question est démultipliée. Et cette question-là, on l'a peut-être pas beaucoup abordée aujourd'hui, mais ça nous fait un sujet pour bientôt. Moi, je retiens les mots de... J'ai l'impression que les qualités requises pour faire ce genre de recherche, c'est supporter le flou, l'insécurité, l'inconfort, l'incertitude et l'intranquillité, pour reprendre le mot de Elsa. Et donc, évidemment, il faut avoir de la souplesse physique et surtout mentale, un esprit d'aventure. J'ai l'impression qu'on a quand même pas mal parlé de ça tout au long de la journée. Ce que vous venez de dire dans la table ronde très très bien, l'envie de travailler ensemble, de se lancer et de prendre ensemble un risque. Et puis, créer du commun et inventer ensemble. Je ne fais que reprendre des formules que vous venez de dire. Et avec... François, c'était ton rôle de rappeler la position d'humilité de chacun de nous en tant qu'individu, mais là, en l'occurrence, en tant que chercheur dans notre domaine. Voilà. Puis les 3 mots-clés que Elsa, tu nous as proposés ce matin, attention, collégialité et hospitalité, que tu as identifiés comme des mots-clés qui résument peut-être ce qui lie les gens qui travaillent dans le soin de support et qui nous lieraient, nous, les chercheurs de nos disciplines respectives. Voilà, et puis moi je finis avec une question. Là, on s'est dit, là, les collègues, enfin Diane, moi-même, et puis tout le petit groupe de travail, on aurait vraiment envie de publier tout ce qui s'est dit aujourd'hui. On aurait envie de vous proposer, puisque beaucoup de personnes parmi vous ont écrit, il va se poser la question, mais dans quelle revue allons-nous le publier? C'est ma dernière question pour la table ronde avant de conclure. Quel endroit permet de rassembler? C'est pas du tout une proposition. Non, mais pardon. Je voulais juste signaler le dernier numéro de Sciences sociales et santé qui porte sur l'interdisciplinarité pour fêter les 40 ans de la revue. Voilà. Donc bon, je dis pas qu'ils accepteront un dossier. Je fais pas partie du comité de rédaction, mais voilà, il y a un certain nombre de réflexions dans le dernier numéro là qui vient de paraître, Sciences sociales et santé. Qui est une revue interdisciplinaire, effectivement, avec, je crois, toujours l'idée de faire un commentaire d'un article par une autre discipline, il me semble. Effectivement. Je sais que je sais qu'à LPM, ils avaient commencé à lister des revues qui acceptaient justement les publications, mais je n'ai pas retenu, donc je ne peux rien dire.